Salam alaikum, marhaba bikum dans un nouveau podcast de Académie des Z, ou là avec le nouveau nom est DZ with Nawel. Je suis Nawel et comme vous avez l'habitude de m'écouter sur cette chaîne, nous allons faire un nouveau thème aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis maintenant presque 2 ans, je suis dans la recherche clinique et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Beaucoup de personnes qui me demandaient d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'était la recherche clinique, à quoi ça servait, quels sont les métiers de la recherche clinique, quelles sont les différentes étapes d'un essai clinique, est-ce que كاين في الجزائر ولا ما كانش. Donc j'ai décidé de faire cette petite capsule pour essayer de vous résumer la majorité des informations à connaître, que ce soit pour votre propre culture ou bien si ce domaine-là vous intéresse. Donc tout d'abord, on va commencer par les définitions basiques. Qu'est-ce que la recherche clinique? La recherche clinique, en fait, c'est une discipline scientifique et médicale, on peut dire ça comme ça, qui va s'intéresser donc à élaborer des protocoles et à tester l'efficacité, la tolérance, la sécurité de certains médicaments, de certains protocoles, de certains appareils qui peuvent servir à améliorer la santé et à trouver des solutions de santé publique. En arabe, la recherche clinique, on la rencontre pas souvent. Le terme n'est pas aussi utilisé que le monde occidental. Mais on va expliquer un petit peu. Donc, un essai clinique, ça s'appelle بالعربية البحث السريري. كي نحوسوا في la définition تاعو بالعربية, c'est la même chose que ce que je viens de vous expliquer en français. Par exemple, ويكيبيديا تعطينا هاد لا ديفينيسيون: البحث السريري هو فرع من علوم الرعاية الصحية يحدد سلامة وفعالية الأدوية والأجهزة ومنتجات التشخيص وأنظمة العلاج المخصصة لاستخدام البشري. يعني كيما اللي كنت نفهمكم بالفرنسي, c'est une branche scientifique qui va étudier cela. Maintenant, عندنا un essai clinique réellement. Donc, un essai clinique, c'est plus précis, on va dire. L'essai clinique, c'est une étude bien précise, une étude scientifique qui va être réalisée sur des êtres humains. Par exemple, parmi les définitions, on va trouver qu'elle vise à évaluer la non-toxicité, la tolérance ou l'efficacité d'une méthode de diagnostic. Donc, une méthode de diagnostic, تشخيص, qu'on disait, ou là un traitement, ou là une stratégie thérapeutique. C'est pas forcément une molécule magique. Un essai clinique, c'est pas ça n'égale pas une molécule qu'on teste sur un humain. Ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être un médicament, un dispositif médical, une nouvelle thérapie, par exemple les thérapies cellulaires et les thérapies géniques. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est vraiment très vaste et ça englobe beaucoup de spécialités de médecine. Donc ça, c'est pour les définitions générales. Maintenant, on va passer aux différentes étapes d'un essai clinique. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ما كانش une seule étape. يعني ماشي من اليوم للغدوة ça y est, un médicament il va être proposé en essai clinique. Il y a plusieurs étapes. Donc la première, c'est ce qu'on fait nous dans les doctorats, dans la recherche fondamentale, c'est la recherche en laboratoire. Donc la recherche en laboratoire, ça peut être en Algérie, c'est pas développé du tout, mais en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, on a beaucoup d'entreprises, de biotech qui vont s'intéresser à développer des protocoles en rapport avec des molécules. Par exemple, ce qui s'est passé pour certains vaccins du Covid. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs laboratoires qui ont développé des vaccins différents. C'était pas la même chose, c'était pas les mêmes technologies utilisées par les différents laboratoires. Et donc, pour certains, ils ont racheté des molécules et des travaux qui ont été faits en recherche fondamentale. Donc, ils ont acheté les brevets, ils ont payé pour ça. Et pour d'autres, ils ont carrément, c'est-à-dire c'était de grands laboratoires qui ont racheté des petites entreprises, des biotech, qui avaient développé un vaccin. Et ça arrive très 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 souvent. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'économie de la santé et du R&D, donc la recherche et développement, se développe dans ces pays-là. En Afrique et en Algérie, on n'est pas encore arrivé à cela. Mais disons que la recherche fondamentale vise à se développer, on va dire, petit à petit.
Donc, je vous disais, la première grande étape, c'est la recherche en laboratoire. Donc, la recherche en laboratoire, elle va se faire à un niveau cellulaire, un niveau organoïde, un niveau animal, et on va tester soit l'impact positif ou l'impact négatif, et surtout tester les toxicités des produits qu'on veut développer. Même bad. La deuxième étape, ça va être l'essai clinique de phase 1. Donc, c'est quoi Hada, l'essai clinique de phase 1? Il va être donc un des règles, ça dépend encore une fois du domaine. Si c'est, je sais pas si c'est l'oncologie ou c'est la dermatologie, ça ne sera pas les mêmes critères, les mêmes règles, les mêmes. Voilà, ça ne sera pas fait de la même façon, mais ça, si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans un autre podcast car c'est très vaste aussi. Mais en tout cas, la deuxième étape, ça va être de faire un essai clinique de phase 1. Donc, c'est vraiment les premiers tests chez les humains. Et pour arriver à ça, déjà, il faut que pendant la première étape qui était la recherche en laboratoire, il faut vraiment qu'on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de risque majeur pour la santé humaine. Donc, une fois qu'on a démontré ça, on peut passer à un essai clinique de phase 1 qui va à son tour tester le médicament sur les humains. Donc, en général, on a des personnes malades qui vont évidemment accepter. Le consentement est primordial. S'il n'y a pas de consentement de la personne, il n'y a pas d'essai clinique. Donc, la personne accepte de tester un médicament. Euh, et on a des personnes saines aussi qui vont, la même chose, avec un consentement, accepter de tester un médicament. Et pour voir est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a des risques sur, par exemple, si on a testé un médicament sur une cellule, je sais pas, des branches, et qu'on a vu qu'il était efficace sur les poumons, sur les branches, mais on ne sait pas c'est quoi la toxicité sur les autres cellules du corps. Et finalement, quand on fait l'essai clinique de phase 1, ben, on se rend compte qu'il y a une grande toxicité pour le foie ou pour les reins, et qu'on ne s'était pas rendu compte de ça. Donc, l'essai clinique de phase 1 va permettre vraiment d'éliminer les risques qui peuvent être liés à une toxicité des autres organes. Maintenant, après qu'on ait passé cette phase 1, on passe à l'essai clinique de phase 2 et 3. Donc, l'essai clinique de phase 2 et 3 vise à confirmer l'efficacité thérapeutique du produit sur une maladie donnée. C'est-à-dire que la phase en laboratoire, on a dit, ça peut être efficace et il n'y a pas de risque majeur, c'est pas mortel. L'essai clinique de phase 1 va démontrer qu'effectivement, il n'y a pas de risque majeur sur les autres organes, ou que le bénéfice-risque est assez équilibré, donc c'est très efficace par rapport à une toxicité moindre. Voilà, genre il n'y a pas de il y a une tolérance et il n'y a pas une grande toxicité ou mortalité. Et l'essai clinique de phase 2 et 3 va démontrer réellement est-ce que la molécule ou la cellule qu'on teste, ou je ne sais pas, le protocole qu'on veut tester, est réellement efficace. Donc voilà. Après qu'on ait passé l'essai clinique de phase 2 et 3, on passe à l'essai clinique de phase 4. Et là, ça va être beaucoup plus précis. Donc, on s'est assuré qu'il était efficace, on s'est assuré qu'il n'était pas toxique. Maintenant, on va cibler, on va voir est-ce que c'est efficace dans certaines conditions ou pas, et on va voir dans combien de temps il est efficace. Est-ce que c'est à courte durée, est-ce que c'est à longue durée, à long terme, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, à long terme, encore une fois, c'est relatif parce que ça dépend vraiment des médicaments et des maladies. Quand on dit un long terme pour un cancer, ça peut être de 1 an. Quand on dit un long terme pour une maladie chronique qui évolue très doucement, ça peut être 10 ans. Donc vraiment, ça dépend des essais cliniques des maladies. Et donc là, on va tester dans des conditions bien spécifiques. L'indication, elle doit être vraiment très précise, c'est-à-dire que si on dit que ce médicament est très bon pour les maladies musculaires, dans la phase 4, on va dire il est efficace pour telle maladie musculaire et non pas une autre. Donc voilà les différentes phases d'un essai clinique. Et après cela, ben, je ne saurais pas vous dire exactement les modalités qui se font pour que le médicament soit mis dans le marché, mais en règle générale, il doit passer par certaines conditions, par les agences de sécurité du médicament, de la santé,
voilà, pour vérifier que vraiment c'est efficace. Il y a des publications de l'essai clinique, ça j'y reviendrai un peu plus tard dans ce podcast. Et après cela, bah, les gouvernements de manière générale, les ministères, acceptent que le médicament soit autorisé. Donc il y a ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Et après cette autorisation de mise sur le marché, donc le médicament, au début, en général, ils sont prescrits en hospitalisation à l'hôpital ou bien c'est la pharmacie de l'hôpital qui délivre. Et parfois, parfois non, parfois il est mis en pharmacie, donc les patients peuvent l'acheter et c'est pris en charge à certains pourcentages, ça dépend, par la sécurité sociale. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe, les essais cliniques. Là, vraiment, j'ai parlé des médicaments, des molécules, de certains protocoles par rapport à certaines maladies et je n'ai pas vraiment parlé des dispositifs médicaux parce que là, encore une fois, ça change. Euh, Quand on parle d'un dispositif médical, ça peut être par exemple les stérilés, ça peut être certains types de seringues, ça peut être certains types de casques, ça peut être, euh, comment vous dire, ça peut être d'autres dispositifs qui peuvent aider pendant certaines pratiques médicales. Voilà, vraiment, c'est très large. Ça peut être des appareils dentaires, ça peut être beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, mais ça passe aussi par des essais cliniques. Et là encore, vous allez me dire, mais c'est pas tous les dispositifs médicaux qui passent par des essais cliniques. Effectivement, il y en a qui ont d'autres procédures, on va dire. Mais voilà, en règle générale, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu comment ça se passe, les différentes étapes pour mettre en place un essai clinique, maintenant on va voir les étapes de réalisation d'un essai clinique. C'est-à-dire que c'est bon, on a passé les tests en laboratoire, on a notre étude, elle est autorisée à commencer. Et donc on va commencer, que ce soit la phase 1, 2, 3 ou 4. On va parler de manière globale et générale de comment ça se passe un essai clinique à l'intérieur. Alors, la première chose, ça va être de créer un protocole. Donc, le protocole, il est écrit par des gens du domaine qui sont vraiment spécialisés dedans. Et ça va être un groupe en général. Il n'y a pas une seule personne qui écrit, mais c'est vraiment des groupes de scientifiques. Et là, ça va être la conception. Donc, le promoteur, qui va être donc le laboratoire, va contacter différents médecins qui sont spécialisés ou d'autres professeurs de la recherche, etc. Ils vont définir l'objectif de leur protocole, de leur étude, et ils vont définir les différentes étapes pour la réalisation de ce protocole. Une fois que cette étape elle est complétée, on va devoir obtenir des autorisations. Des autorisations donc, sont vraiment différentes. Par exemple, aux États-Unis, nous avons la FDA. Et pour ceux qui ne savent pas, la FDA, c'est la Food and Drug Administration. Donc, c'est elle qui va permettre d'autoriser ou de rejeter les propositions d'essais cliniques qui lui sont administrées. Donc, pour vous expliquer un petit peu, en France, nous avons l'ANSM et nous avons les comités éthiques. Donc, dernièrement, il y a eu une nouvelle réglementation européenne afin que les essais cliniques soient soumis une première fois à un niveau européen pour qu'ils obtiennent des autorisations européennes. Et après cela, nous devons obtenir donc, les autorisations des comités éthiques. Et là, pareil, les comités éthiques, ça change d'un pays à un autre. Pour certains, ce sont des comités au niveau des hôpitaux. En France, ce n'est pas le cas. Il y en a plusieurs et ce n'est pas forcément des gens du métier. Bref, vraiment, ça dépend des pays, c'est très différent. Donc ça, c'est un petit peu les figures qui vont autoriser ou rejeter un essai clinique. Donc, une fois que nous avons obtenu les autorisations d'un essai clinique, nous allons pouvoir le lancer. Donc, dans tout ce projet, il y a, je vous disais, le protocole, il y a les autorisations qu'on doit obtenir, et il y a aussi d'autres documents qui sont relatifs à l'étude, par exemple les consentements. Donc, les consentements sont des documents qui sont soumis eux aussi
au comité éthique pour qu'il vérifie que le patient est conscient de l'étude où il va participer. Il est conscient que ces données vont être collectées, qui vont être traitées, que voilà, qu'il aura peut-être des risques de santé, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça peut donner. Donc, il doit vraiment consentir à tout cela. Euh, Vous allez me dire, mais ils sont fous, comment les patients peuvent consentir à ça, mais dites-vous que c'est des personnes qui n'ont pas de choix. En général, dans les essais cliniques, on propose des médicaments pour des maladies ou des problèmes de santé qui n'ont pas de solution. Donc, quand vous n'avez pas de solution et que vous souffrez, quand on vous propose quelque chose qui peut marcher, même si vous avez peu de chances que ça marche, vous avez quand même des chances que ça s'améliore et donc vous participez. Donc, ça, en général, c'est ça ce qui se passe. Les personnes consentent à participer à un essai clinique car ils n'ont pas trop le choix dans leurs soins au quotidien. Donc, une fois que c'est fait, ces deux étapes cruciales sont faites, on passe au lancement de l'essai clinique. Et là, il y a un troisième acteur qui va rentrer en jeu. Donc, on a dit, on a le laboratoire qui développe, on a les médecins et les patients, donc ça va être dans des centres de santé, dans des hôpitaux, dans des cliniques. Et au milieu de tout ça, il y a des organisations qui s'appellent des CRO, des Contract Research Organization. Et ça, ces entreprises-là vont être un peu le lien entre le sponsor ou le promoteur de l'étude et les investigateurs qui vont être les médecins et toutes les équipes du staff clinique. Ces CRO sont le lien entre les deux et vont pouvoir organiser toute l'étude clinique. Donc, préparer tout ce qui est autorisation, préparer tous les documents, les consentements, s'il y a des cartes patients ou des journaux pour les patients, euh, vraiment toutes les fournitures, entre guillemets, dont le protocole aura besoin. Et ils vont avoir du coup, eux aussi, des gains dans l'histoire. Donc, le sponsor va développer la molécule. Il va payer une entreprise qui va lui gérer tout l'aspect technique de l'essai clinique pour que l'hôpital puisse développer l'essai clinique dans les meilleures conditions. Et donc, cette organisation, cette entreprise va suivre l'étude jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas juste pour la mise en place de l'étude et après, hop, on les laisse. Non, c'est vraiment une CRO qui suit toute l'étude tout au long, jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture. Et si vous voulez un petit peu les détails pour cela, vous me dites, on pourra faire une autre vidéo par rapport à ça. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de rester le plus global et le plus bref possible pour pas que ça vous fasse beaucoup. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire ou me contacter sur la page Instagram comme d'habitude. Donc, une fois qu'on a fait le lancement, une fois que les CRO sont identifiés, qu'on a les autorisations, qu'on a que les médecins sont prêts à lancer, les médecins vont commencer à chercher à recruter des patients. Donc, en général, on contacte les hôpitaux et les spécialités, les services qui ont des patients, donc qui ont beaucoup de patients. Par exemple, on va s'adresser à des hôpitaux de ville qui ont beaucoup de patients. On ne va pas commencer par les petits centres de village parce qu'il n'y aura pas beaucoup de patients qui pourront participer à l'étude. Et le but, c'est de toucher le maximum de personnes pour que le maximum puisse profiter du protocole. Donc, les médecins commencent à faire un recrutement de patients. Ils vérifient si ils répondent aux critères d'inclusion. Donc, il ne suffit pas que le patient accepte de participer, il faut qu'il soit dans les critères d'inclusion de l'étude. Et les critères, ça dépend vraiment d'une étude à une autre. Pour certains, il n'y en a pas beaucoup, pour certains, il y en a énormément. Et puis après, donc on va commencer à traiter les patients. Donc la durée des traitements, la durée de l'essai clinique, le nombre de fois, tout cela, c'est vraiment défini dans le protocole, c'est des détails dans le protocole. Et c'est les équipes investigatrices avec les attachés de recherche clinique des CRO et les attachés de recherche clinique au niveau des hôpitaux qui vont gérer toute cette organisation au quotidien pour les patients.
Après cela, nous avons donc le suivi. Donc là, ça va être la continuité. Une fois qu'on a lancé le protocole, l'essai clinique, c'est le suivi. Et il faut savoir aussi que si un protocole, par exemple, va durer pendant un an, les patients continuent à être suivis après le un an. Donc même si le traitement, c'est pour une année, le suivi continue. Tout cela, encore une fois, c'est défini dans les protocoles et ça change d'une étude à une autre. Les patients peuvent parfois refuser d'être suivis, mais la majorité du temps, ils acceptent car ça leur permet aussi d'avoir une vue plus précise et plus, on va dire, un suivi plus personnel en continuant à venir voir leur médecin, à vérifier que tous les tests sont bons, qu'il n'y a rien qui cloche, qu'il n'y a pas des effets secondaires à long terme du traitement, etc. Donc après tout cela, le sponsor et les CRO vont passer à une autre étape qui est l'analyse des données. Donc là, encore une fois, il y a à un moment donné, ils vont bloquer les infos qu'ils ont, comme quand on fait une étude statistique dans un projet de recherche de manière générale. Et il va y avoir du coup une étude statistique par des personnes, encore une fois, qui sont spécialisées. Il y a des data analystes, il y a des statisticiens, il y a vraiment une équipe très spécialisés dans le domaine. Et ils vont donc, par rapport aux objectifs du protocole, répondre est-ce que, par rapport aux premières données qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui, donc ils fixent à un moment donné la date, donc on va dire par exemple la première analyse, ils la font au bout de 6 mois. Donc ils vont dire dans la première analyse, est-ce que ils ont trouvé une efficacité ou pas? Est-ce que effectivement c'est pas dangereux ou si ils ont remarqué qu'il y a des dangers? Est-ce que certains dangers c'est dans certaines régions du monde? Est-ce que c'était plutôt des personnes qui avaient déjà d'autres maladies par exemple? Ou est-ce que non, c'est plus général? Etc. Donc, s'ils remarquent qu'il n'y a aucune efficacité, en général, ils arrêtent l'essai clinique. Et s'ils remarquent qu'il y a une toxicité, en général, ils n'attendent même pas d'avoir une analyse, ils suspendent l'essai clinique dès qu'il y a un danger pour l'être humain. Donc, il faut comprendre cela vraiment. Il ne faut pas penser que les essais cliniques sont faits pour exploiter les humains. Non, c'est fait. Il y a beaucoup de contrôle et il y a beaucoup de vérifications. Et voilà, après, il y a toujours des accidents qui arrivent, mais ça arrive, j'ai envie de dire, même avec les médicaments qu'on connaît déjà. Il peut y avoir de très gros dangers, même avec du Doliprane, qu'on connaît depuis des années. Donc voilà, une fois qu'il y a l'analyse, donc soit c'est positif, soit c'est négatif, soit ils vont dire on ne sait pas encore. Donc on continue parce qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, mais on n'est pas très sûr de nos résultats, donc on continue l'étude. Après cela, donc, il continue et à un moment donné, il y a des publications de résultats. Donc, pareil, les publications, ça vient en général après plusieurs années, donc après qu'on ait assez de recul par rapport à un essai clinique. Et là, on va dire, soit que, pareil, soit ce que c'était positif, c'était négatif. On va faire le bilan tout simplement de l'essai clinique. Donc, soit ça va se faire dans des publications, c'est-à-dire dans des journaux. Ça se fait aussi dans les congrès médicaux. Voilà, ça dépend vraiment, ça se fait dans ça peut être différentes façons de publier les informations obtenues. Donc voilà un petit peu comment ça se passe un essai clinique. Euh, je sais qu'en Algérie, il y a des essais cliniques qui se passent. Par contre, le problème, c'est que ce n'est pas médiatisé, que les gens ne savent pas réellement comment ça se passe. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les informations. Euh, et les essais cliniques doivent passer par des autorisations au niveau du ministère de la Santé. Et par contre, on n'a pas de comité éthique au niveau national, donc ce n'est pas comme la France, par exemple. Euh, donc voilà, on n'a pas vraiment des lois et des projets de loi aussi qui définissent vraiment en détail comment ça se passe en Algérie. Et c'est un peu le cas pour beaucoup de pays africains, malheureusement. Donc j'espère vraiment que ce côté-là va être pris en compte quand on sera plus ouvert à d'autres essais cliniques, mais que surtout on développera des moyens de filtrer pour que les essais cliniques qu'on puisse avoir dans nos pays soient vraiment pour répondre à des besoins dans la population et non pas parce que c'est plus simple de faire un essai clinique en Afrique que de le faire en Europe ou aux États-Unis, car il y a beaucoup
de moyens de vérification, on va dire, de filtres au niveau santé et au niveau éthique aussi. Donc voilà, si il y a des personnes qui sont dans le domaine, qui passent par là, qui écoutent ce podcast, cette vidéo, je vous encourage à me donner des informations qui peuvent nous aider à faire progresser les choses et peut-être à développer aussi nos pays par rapport à ça, à informer les gens que ça existe aussi, qu'il y a cette possibilité et que on devrait en faire profiter le maximum de gens tout en gardant une réglementation très claire et très précise par rapport à cela. Et quand ça se passe bien, bah, il n'y a pas de raison au fait que ça profite pas à tout le monde, que ça n'enrichit pas, que ce soit nos staffs médicaux et également notre population. Et également, ça nous permettra de développer plus de culture et plus d'ouverture et de mettre en place, comme je disais, des comités éthiques, des spécialisations au niveau de nos ministères ou de nos gouvernements de manière générale. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver très bientôt dans un nouveau podcast. Et restez fidèles, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser, à m'envoyer des mails ou des messages sur Instagram. Je suis plutôt très active sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.